propos-là. Donc, voici mes invités. On a Elsie Fnech avec nous, qui est psychoéducatrice, et on peut aussi vous lire dans les pages débat de la presse régulièrement. Bonsoir. Bonsoir. Aussi avec nous, Hassan Serradji, vous êtes journaliste chroniqueur au journal Métro, conférencier. Vous accueillez plutôt froidement ce projet de charte. Vous allez pouvoir nous en parler tout à l'heure. Donc, merci d'être avec nous. Et de l'autre côté, bon, Léla Lisbeth, elle est membre fondatrice du groupe féministe pour le droit des femmes et aussi membre du collectif Être Ensemble, qui regroupe plusieurs personnes, soit du Moyen-Orient, Afrique du Nord, Maghreb, voilà, qui sont prononcées en faveur. De toute confession. Toute confession religieuse aussi, effectivement, chrétiens, juifs, musulmans, etc. Et Karim Akouche aussi est avec nous. Vous êtes auteur, dramaturge. Vous avez présenté aussi, au cours de cette commission parlementaire, un mémoire. Exactement. Voilà, donc ça y est. Merci à vous quatre d'être là. Et j'ai envie de vous poser la question de comment vous décrivez les musulmans de Montréal? Est-ce qu'on doit parler d'une communauté musulmane de si je commence avec vous, Hassan? Écoutez, les musulmans de Montréal, comme d'ailleurs les musulmans de la planète, ce n'est pas un groupe homogène qui a les mêmes idées, qui pratique de la même façon. Il y a même des études dernièrement qui ont démontré que les musulmans de Montréal ou du Québec ne sont pas des pratiquants à 100%. Il y a 60% de gens qui ne vont jamais à la mosquée. Et il y a à peu près 25% qui vont y aller comme les chrétiens le dimanche. Et il y a 15% qui sont vraiment des pratiquants qui vont assidûment à la mosquée. Et c'est même représentatif des musulmans du monde. Les musulmans, par exemple, du Maghreb, ce n'est pas comme les musulmans du Machalek, ce n'est pas comme les musulmans de l'Afghanistan. Et les gens font beaucoup de mélanges arabes, musulmans. La majorité des musulmans de la planète, ce n'est pas des arabes. Si on prend juste l'Indonésie, le Pakistan, à eux, deux pays, ils ont plus de musulmans que tous les 22 pays arabes. C'est ça. Donc, c'est important de faire des nuances, effectivement. C'est très varié. Il y a des gens qui pratiquent, il y a des gens qui ne pratiquent pas vraiment. Des fois, on a plus baigné dans cette culture-là aussi, dans une culture religieuse, mais on ne pratique pas. D'autres, on est plus pratiquantes. Et je veux vous parler, donc, par rapport à cette fameuse charte. On a vu que on a souvent emprunté l'expression ça a divisé les Québécois de toutes origines. Est-ce que vous sentez qu'au sein des musulmans même aussi, ça a beaucoup divisé entre vous? Bien, moi, je l'ai ressenti, en tout cas en tant que femme. Il y a beaucoup, je pense que ce qui a été pris au centre de ce débat est la femme. Particulièrement, on a entendu beaucoup d'attaques adressées à la femme colorée, à la femme coquette dans ce débat, parce que c'est comme si à un certain moment donné, on voulait que les femmes prouvent à quel point c'est important pour elles de porter un hijab, et celles qui étaient plus à la mode, aux dernières tendances, semblaient passer pour celles qui tenaient moins, puis c'était plus un style, ou encore à l'opposé, une façon de passer l'intégrisme camouflé. Donc on se sent vraiment coincé entre l'arbre et l'écorce dans ce débat, mais je dirais non seulement nous, mais je veux dire l'ensemble des femmes ont été pris, mais aussi une partie qu'on n'entend pas souvent, les adolescents, que moi j'ai eu la chance d'avoir accès à travers mes interventions, qui témoignent de ce débat et de plus en plus ont des inquiétudes. Et au niveau de leur identité, je crois que ça leur amène certaines craintes au niveau de l'identité. Intégrer les deux identités, c'est un petit peu moins accessible pour eux. Et de l'autre côté, je sais que pour vous, c'était un débat qui est fondamental, qui est important. Vous dites non, il fallait qu'on ait ce débat. Karim Akouche, ça compte beaucoup pour vous. C'est très important pour moi parce qu'on assiste au retour des réactionnaires. Parce que la laïcité, à mon avis, est une idée universelle qu'il faut défendre. C'est le respect des religions, c'est le respect du croyant, parce que la vraie définition de la laïcité est la suivante, c'est la liberté de conscience, non seulement la liberté religieuse, parce qu'il y a des gens qui ne croient pas, il y a des gens qui sont agnostiques, il y a des gens qui sont athées. Donc c'est très important. Le premier point, c'est la liberté de conscience. Donc moi, je suis pour la liberté de conscience. Le deuxième point, c'est l'égalité, le droit entre ceux qui croient, les agnostiques et les athées. C'est très important également. Et le troisième point, c'est l'orientation universaliste de la puissance publique. Donc c'est très important. Donc la laïcité est un projet universel, est un projet qui ne divise pas. Donc ceux qui disent c'est une charte qui divise, c'est un argument démagogique. Pas certains qui vont être d'accord de ce côté-là. Je veux quand même vous entendre avant de passer à l'autre côté. Je sentais les réactions. Il n'y a pas de côté. Non, tout à fait. Mais je parle, il y en a que vous êtes quand même
plus en défaveur de la charte, on va le dire, vous êtes contre la Moi, charte. c'est l'article numéro 5 de la charte. Sur les signes Particulièrement la ostentatoires. laïcité, je rejoins. C'est par ça. exemple, ouais. Puis vous défendez vraiment bec et ongle, dans le sens que je dis Parce ça, qu'il y mais a une nuance, effectivement. une nuance entre la laïcité et la laïcité ouverte. C'est très important parce que adjectiver la laïcité, c'est tronquer le sens de la laïcité. Parce que c'est adjectiver la laïcité, c'est produire des brèches dans cette digue qui protège l'État. C'est très important. Donc, la laïcité ouverte, c'est l'anti-laïcité. Bon, ça, c'est... En tout cas, oui, je vais revenir à vous, mais là, je veux juste vous laisser prononcer quelques mots. Justement, c'est quand on parle en fait de musulmans, quand il a été question du projet, tout de suite, on a braqué les caméras sur les musulmans. Alors je reviens sur les musulmans, effectivement, ce n'est pas du tout un groupe monolithique, donc nous sommes tous très différents les uns des autres, et nous pratiquons différemment aussi la religion, et nous l'interprétons différemment. Mais je pense que pour parler des musulmans et pour parler de l'histoire de l'islam, il faut absolument revenir à ce que c'est l'islam. Est-ce que l'islam a un symbole religieux? Est-ce qu'on peut se prétendre, est-ce qu'on peut dire musulman à travers un symbole religieux? Or, en islam, il n'y a pas de symbole religieux. Il y a les 5 préceptes de l'islam, mais il n'y a pas de symbole. Ces symboles, ce sont des symboles qui ont été ramenés soit par le patriarcat, parce qu'il est très très présent dans ces sociétés, soit par effectivement le côté islam politique. C'est-à-dire quand on a politisé l'islam, et ça ne date pas d'hier, effectivement, pour marquer son territoire, on a utilisé des symboles, et des symboles qui sont très forts. Et malheureusement, comme dans toute société, que ce soit la société musulmane, la société juive ou la société catholique, c'est la femme en fait qui est d'abord visée. Donc c'est à travers la femme qu'on veut, comment dirais-je, imposer une certaine idée des pratiques religieuses. Mais j'aimerais aussi rajouter, moi je suis très mal à l'aise dans une société où effectivement on ghettoise les gens par rapport à leurs croyances religieuses, parce que nous croyons et nous pratiquons différemment, alors que pour moi, dans une société, dans une nation, dans un pays, nous sommes citoyens de ce pays. Et pour être citoyens de ce pays, effectivement, je pense que nous devons nous unir sur les valeurs, des valeurs communes, des valeurs citoyennes, qui ne sont pas des valeurs et des droits divins. D'accord? C'est la cité qui décide pour elle-même quelles sont les valeurs que nous devons justement mettre en place. Je vais aller de l'autre côté parce que ça vous a fait réagir à Oui, ça. écoutez, le débat est mal posé depuis le départ. On l'a politisé, c'est ça l'erreur. Moi, je ne suis pas contre la laïcité. La laïcité, on peut l'interpréter comme on veut. C'est un concept très élastique. Est-ce que la laïcité, c'est d'annuler l'individu? Moi, je suis contre l'idée d'annuler la liberté de l'individu. Moi, je veux vivre dans une laïcité qui n'a rien à voir dans ma chambre à coucher, rien à voir dans mon placard, rien à voir dans ma tête, rien à voir dans mon cœur. Le reste, on interprète les comportements des gens. Et c'est une vision du monde. On a essayé de mettre, et c'est ça le débat qui a été mal fait, on a essayé de dire que si on est pour la charte, on est pour la modernité. Si on est contre la charte, on est des pro-Al-Qaïda, on est des intégristes. On va loin un peu. Oui, mais on l'a dit. On fait des raccourcis dans tous les sens. Non, mais ça a été dit. Quand le ministre en charge du dossier... Mais il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites qui ont été désagréables. Juste pour te finir sur cette idée, en 2008, Bouchard Taylor est sorti avec une recommandation majeure. Il a demandé un livre blanc. On a pris cette recommandation, même des péquistes, ils l'ont jeté à la filière 13. On a attendu à peu près 6 ans. Mais c'est un rapport aussi qui est critiqué. Je pense pas que c'est la Bible non plus, ou le Coran, ou le texte sacré. Et même les libéraux ont rejeté le rapport. Parce qu'en fait, ils ont demandé ce rapport. Ils ont donc demandé ce rapport, c'était quand même les libéraux. Et une fois qu'il a été ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Absolument rien. Il ne s'est rien passé. Exactement, il s'est absolument donc là, on est en plein rien dedans. Et c'est pire parce qu'en fait, il y avait justement peut-être un climat de tension. Le fait d'avoir fait appel à la population, le fait de l'avoir écoutée, et puis après, bon,
Qu'est-ce qui se passe? Absolument rien. Et c'est à partir de là, justement, avec ces accommodements que certains appellent déraisonnables ou raisonnables, qu'il y a eu, comment dire, quelques dérives. Et je pense que la première personne qui a intervenu quand on a parlé de projet de charte et qui a dévié le débat, pour moi, en tous les cas, pour beaucoup de personnes, c'est M. Taylor. Quand il est passé chez Anne-Marie Dussault, parler de poutinisme, déjà là, on a tout de suite orienté. Okay, mais on va revenir à aujourd'hui parce que là, ça s'est quand même calmé un peu. On a l'impression qu'on est quand même capable davantage d'en parler plus sereinement. Et je vais revenir à vous parce qu'elle donnait un peu sa vision par rapport aux signes ostentatoires religieux. Et je sais que vous, sur ce point, vous n'êtes pas d'accord avec elle. Et vous avez même écrit là-dessus pourquoi je porte le voile, parce que vous avez senti le besoin d'écrire là-dessus. Mais en quoi c'est important pour vous le port de signes religieux ostentatoires et la religion musulmane? En quoi c'est indissociable pour vous? Peut-être pour expliquer les gens à la maison. Oui, en fait, pour moi, c'est pas une question d'islam. Pour moi, c'est rendu un droit fondamental de pratique. Pour moi, je pense qu'aucun individu peut décider de la valeur que ça a pour un autre individu, dire que ça n'a aucune valeur, que ça devrait rester à la maison ou que ça en a une. C'est possible que pour moi, ça a une valeur purement esthétique. Quelqu'un pourrait me regarder à la télévision aujourd'hui, mais le voile pour elle, c'est seulement esthétique. C'est possible qu'on me regarde puis qu'on dise c'est une façon d'embellir l'islam pour le vendre. On peut regarder ça de ce point de vue, mais moi, je dis ça revient à la femme de décider quelle valeur que ça a pour elle. Et je suis contre imposer au nom de la laïcité, ou imposer au nom d'une religion à une femme une façon de s'habiller, de vivre son rapport par rapport à son corps. Je suis contre. Et ce que je trouve dangereux, c'est qu'on est rendu, les musulmans sont rendus en train de faire un procès du hijab et de l'islam. Parce que c'est le signe, effectivement, oui, donc, le signe qui est le plus visible. J'ai l'impression de ne pas parler de laïcité. On passe plus de temps à parler vraiment de quelle valeur ou quel sens que ça a. Puis moi, j'ai toujours dit un outil dépend de son utilisation. Donc, avec le voile, on a pu faire des crimes, mais il y a beaucoup de femmes pour qui le voile n'a pas un sens criminel. C'est pour ça que je posais la question, en quoi les signes religieux chez les musulmans sont indissociables vraiment de la pratique religieuse ou de la religion elle-même. C'est ça, en fait. C'est pas des choses parce que... excusez-moi. Ça va aller vite. C'est-à-dire, la charte ne dit pas, n'est pas pour l'interdiction, c'est-à-dire de la foi, la pratique de la foi. Elle est plutôt pour l'interdiction des signes religieux. C'est ça la différence. Il ne faut pas faire cet amalgame. Oui, mais si pour moi, ma foi, c'est... Oui, je comprends. Je suis d'accord avec vous. En même temps, quand on parle du voile, par exemple, le voile qu'elle porte, elle, c'est un voile fleuri, je l'ai dit, je l'assume. C'est pas un voile, c'est-à-dire... parce qu'il y a des femmes qui sont victimes, parce qu'elles refusent de porter le voile. Je suis contre ça. Je pense notamment tout à fait contre. À une adolescente qui a été étranglée. Et je suis contre. À Toronto, a été assassinée parce qu'elle a refusé de porter le voile. Donc il faut penser également à ces victimes. Parce que le voile symbolise le rabaissement de la femme, le dénigrement de la femme. La semaine passée, on a assisté à des crimes ici commis au nom d'une relation passionnelle et amoureuse. On ne peut pas commencer à dire oui, ça existe, je suis d'accord. Mais croyez-moi qu'en intégrant des femmes comme moi qui défendent aussi les droits des femmes. Je vous trouve ravissante. Votre voile symbolise, c'est-à-dire, je ne sais pas ce qu'il symbolise pour vous. Mais sincèrement, c'est un voile des mille et une nuits. C'est pas le voile, là, on ne pue pas au nom de votre voile. Mais en terminant, parce que on est obligé de terminer là-dessus, on dépasse déjà, mais... Ce que j'aimerais surtout dire, c'est par rapport à la laïcité. Exactement, parce qu'en fait, quand on parle de laïcité, on ramène toujours ça au voile, à l'islam, etc. La laïcité ne rentre pas ni dans la chambre à coucher, ni dans la garde-robe, ni nulle part. La laïcité, c'est la neutralité des institutions de l'État. Nous devons être neutres et notre neutralité doit être apparente. Ce ne sont pas les murs qui doivent être neutres, ce ne sont pas le mobilier qui doit être neutre, mais les personnes qui incarnent l'État. Pourquoi? Parce que la laïcité et la neutralité de l'État... Quand on enlève le hijab... Est-ce que ça... Vous avez le mot de la fin parce qu'on a déjà terminé. La neutralité, c'est ça justement, c'est de permettre aux croyants de pratiquer,
aux non-croyants de ne pas croire. Voilà. Et voilà, c'est ça le... Je vais être obligée de vous réinviter parce que déjà tout en 5 secondes à la sorte, qu'est-ce qu'on fait avec ce débat-là? Parce qu'évidemment, on a l'impression que ça ne se terminera jamais. La charte, on est à un cheveu d'une unanimité. On aurait pu avoir l'unanimité, couper la poire en deux. Pour le moment, le Québec n'est pas prêt à passer radicalisé. On a des immigrants, on est allé les chercher. Ils ne sont pas venus ici. Excusez-moi. On va juste terminer. Les immigrants, on est allé les chercher et oups, on se rend compte qu'ils sont musulmans. On a demandé aussi à venir va vous ici. rappeler, On a demandé à venir ici. On vous reviendra. Faut pas quand même Merci voir à que vous ce quatre. côté de la Je pense chaîne, que hein. le débat va se poursuivre de l'autre côté.